Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Qui de Tottenham ou West Ham sera relégué en Championship? Qui validera son billet pour l'Europe? On en parle en longueur dans la preview de la toute dernière, la 38e journée. Et avec nous, aujourd'hui, pour cette dernière preview de la saison, quand même, ça fait un petit pincement au cœur. D'abord celui qui est plus remonté que jamais de ne pas avoir vu le ballon d'or du peuple parmi les meilleurs joueurs de la Première Ligue. C'est le partisan numéro 1 de Dominique Szoboszlai, j'ai nommé Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin, j'ai vu ta mousse Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Ouais, non, je suis dégoûté, franchement. Mais c'est un scandale en fait. Je pense qu'il y a eu un vol. Enfin, moi, je vais porter réclamation. Je vais lancer une cagnotte Litchi aussi, donc je vous invite en description à aller donner. Non, c'est faux. Je m'arrête là. Faut faire le déplacement à Lausanne pour aller au TAS, donc bon. Ah ouais, non, on a autre chose à faire quand même. Hein. Ou au pire, ce sera pour financer la prochaine saison de Tempo. On va voir-le comme ça, Valentin. Ouais. Ouais, c'est vrai, faut le voir comme ça. Après, c'est pas grave, parce qu'il sera ballon d'or sans avoir été nommé dans les meilleurs joueurs de Première Ligue. Donc ça sera un beau pied de nez. Ah, allez, c'est tout. C'est de l'humour, hein, mais ce serait une sacrée surprise. Hein. Bon, avec nous également, celui qui est prêt à prendre la défense corps et âme de Thomas Tuchel après la liste qui nous a pondu pour la Coupe du Monde. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val, salut tout le monde. Ouais, défendre Thomas Tuchel, oui, parce que je pense qu'il a certains choix qui sont bons, mais on en reparlera plus tard. Et alors, aucun lien avec le fait que j'ai du Luxembourg. Ah, a priori. Pays germanophone. Ouais, alors ça reste à établir. On en parlera en toute dernière partie de cette preview qui est un peu long format parce qu'on va d'abord évidemment s'attarder sur les enjeux de la dernière journée de Première Ligue, c'est ça qui nous importe. On parlera à la toute fin de la liste avec 2-3 petites questions sur la liste pour vous messieurs. Et puis avant de parler de la lutte pour le maintien et de la course à l'Europe, quand même, un petit mot d'abord sur Hull City qui s'est qualifié, enfin qui est promu en Première Ligue pour la saison prochaine. Les Tigers qui ont battu Middlesbrough en finale des playoffs de Championship pendant qu'une moto passe chez Hugo. Victoire 1-0 donc de Hull City grâce à un but à la 95e de Oli McBurney, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, deuxième meilleur buteur de Championship. Hugo me faisait la remarque, c'est la deuxième saison de suite qu'on a le 6e de Championship qui se qualifie directement, enfin qui se qualifie en Première Ligue, qui est promu après Sunderland. Ouais. Et depuis ce format de Championship, Hull City a joué 3 finales de playoff et a gagné les 3. Donc c'est le record pour l'instant. Et donc, nouveau passage en Première Ligue à venir. Le premier depuis 10 ans pour Hull City. Ouais. Vaut mieux pas les croiser en finale. Après, on leur souhaite de les jouer le plus tard possible. Ça voudrait dire qu'ils se mettraient en Première Ligue. Mais ouais, quand vous voyez Hull City face à vous, tremblez. Ouais, et retour. C'est assez rigolo parce qu'on en a... Combien de fois on a parlé de Hull City dans ce podcast pour des raisons qui n'étaient pas liées spécialement à la montée en Première Ligue. Non, plutôt à Jarrod Bowen, Harry Maguire et Andy Robertson, généralement. Et n'oublie pas Liam Rosenior quand même, c'était l'attraction Liam Rosenior, j'avais oublié. Ah oui, c'est l'attraction principale. Et il y a eu un passage en Ligue 1 entre-temps, depuis ces 10 dernières années, là, depuis qu'on n'a pas vu le City en Première Ligue. Et les voici de retour dans l'élite la saison prochaine avec Coventry et Ipswich Town. Voilà, ça nous fera un petit peu de nouveauté aussi. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vus. C'est cool pour la saison prochaine. Avant de passer également aux enjeux de la 38e journée, on va parler d'abord de Bruno Fernandes, qui a été élu meilleur joueur de la Première Ligue pour cette saison 2025-2026. Alors on ne pouvait pas passer à côté avant de lancer cette journée de championnat. Je vois déjà le rire d'Hugo, le rire de Valentin, qui sont en train de se dire il nous a bien cuisiné Bruno Fernandes en début de saison, Antoine, on va lui rendre l'appareil. Bon, qu'en pensez-vous, messieurs? J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous lancer comme ça. Val, qu'en penses-tu de mériter pour Bruno Fernandes quand même? Oui, c'est mérité. Enfin, voilà, quand vous voyez la liste, on peut les rappeler, mais il y avait Raya, Gabriel, Declan Rice, Haaland, Semenyo, Igor Thiago et Gibbs White. Bon, voilà, parmi tous ces noms, c'est une belle liste.
Mais honnêtement, oui, Bruno Fernandes, c'est mérité. Et puis, je pense que, bon, il surfe aussi sur la fin de saison en boulet de canon de Manchester United. Forcément, voilà, Manchester United qui est revenu en pleine lumière. Et forcément, si on doit sortir un joueur du lot de cette équipe, ça doit être Bruno Fernandes. Euh, voilà, enfin, il a des stats qui sont affolantes. Je crois que tu nous en as préparé quelques-unes, Antoine. Mais rattraper. non, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec 20 passes D sur l'ensemble de la saison, il reste encore un match. 20 passes D en plus, c'est un record. Hein. Bah ouais, c'est un record en première ligue avec De Bruyne et Thierry Henry, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc il peut leur passer devant. Non, qui était à 20, tous non, les deux. Ils étaient pas à 20. Oui, il a égalé. Il Ouais. n'est pas encore passé devant. Ouais, voilà. Mais il a encore une occasion de les dépasser, c'est ça, lors de la dernière journée. Mais en tout cas, et puis au-delà des stats, en fait, je pense que ce qu'il apporte à cette équipe, c'est l'âme de cette équipe de Manchester United, c'est de lui que vient le danger, c'est de lui que vient les révoltes, les inspirations folles sur coups de pied arrêtés, dans le jeu, les passes. Enfin, honnêtement, c'est le maître à jouer, c'est l'homme à tout faire de cette équipe, donc c'est mérité pour moi. Hugo, sur Bruno Fernandes, bon, c'est quand même un des magiciens de cette première ligue récompensée. Ouais, amplement mérité. On l'a dit, quand même quelques beaux noms annoncés à ses côtés pour ce titre. On l'a dit, notamment du genre d'Arsenal, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est plutôt le collectif qui a pris Arsenal. Erling Haaland, c'est pas sa meilleure saison, même si c'est une excellente saison. Semenyo aurait peut-être pu y prétendre, mais il a eu une petite baisse de régime peut-être là dans son passage à City, donc c'est totalement mérité. Je pense que on l'a dit, au-delà du record, au-delà des stats, l'impact qu'il a eu sur le jeu de Man United et même de la Première Ligue en général, je pense que c'est à noter et du coup c'est à récompenser. Je pense que peu de gens vont contester ce titre et comme je disais, je pense que Arsenal, le titre de champion leur va bien. C'est le collectif qui comptait, pas les qualités individuelles. Et souvenez-vous, parce que vous n'avez pas manqué de me le rappeler, évidemment, quand je vous ai envoyé la petite publication de Bruno Fernandes, c'est le meilleur joueur de la saison, j'avais été un petit peu critique, enfin même plus qu'un petit peu critique, j'avais été cash sur Bruno Fernandes au début de saison. On va ressortir les extraits sur les réseaux sociaux. Eh bien écoutez, je suis allé les réécouter, justement, pour savoir ce que je disais, vraiment, pour me rappeler de ce que je disais. Et effectivement, je disais même que je le trouvais trop moyen dans son rôle de leader, entre guillemets, parce que pour moi, il pouvait pas être toujours le centre de l'attention à Manchester United, que ça allait pas marcher si c'était lui le centre de l'attention permanent. Il m'a prouvé totalement faux, enfin totalement l'inverse, parce que là, ça a été... et finalement, Manchester United a collectivement élevé son niveau de jeu, et lui a encore élevé son niveau de jeu, et avec des coéquipiers très bons autour de lui, il a encore plus brillé, et il a atteint un niveau que je n'imaginais pas. Mais tout de même, je voudrais qu'on pointe la deuxième partie de son exercice, parce que pour moi, c'est découpé vraiment en deux parties. Et jusqu'au moment où on en avait parlé, finalement, au tout début de notre podcast, parce qu'on a pris au début de cette saison, mais pas à la première journée. Sachez qu'après 12 matchs de championnat, Bruno, il était à 2 buts et 3 passes D. Man U était 10e de Première Ligue, loin du niveau du haut de tableau. Je me souviens aussi, je suis allé un petit peu épier les stats. Bruno Fernandes, il avait raté des pénaltys importants, notamment face à Brentford, face à Fulham. Et souvenez-vous, c'était un des points que je soulevais aussi. Je trouvais que son état d'esprit, à cette époque-là, il était pas spécialement bon parce qu'il râlait beaucoup. Il était très frustré parce que... Ouais. Non, mais parce que Manchester United était pas au niveau de Manchester United. Il était au niveau de la saison dernière. Oui, après... Oui, bien sûr. Bah après, je pense que c'est un râleur plus globalement. Enfin, il râle encore aujourd'hui. Même dans un grand match, il est capable de râler. Oui. Donc ça me choque pas. Je pense que c'était un peu quand même à l'image de Man United. Je pense qu'il était... C'est plus lui qui était plombé par le niveau de l'équipe que l'inverse. J'ai l'impression, en tout cas, c'est mon ressenti. Effectivement, et c'est ce en quoi il m'a prouvé vraiment... Enfin, j'avais tort, parce que là-dessus, effectivement, le niveau de jeu s'est élevé, et lui aussi, et lui a brillé dans ce niveau de jeu qui s'élève. Et une chose dont on a beaucoup parlé, parce que je voyais beaucoup ce point, vous savez, des chance created, alors c'est occasion créée en français, même si c'est... Ouais. Le terme d'occasion créée est large, mais c'est ça, c'est la traduction qu'on a choisie en français.
Mais en termes d'occasions créées, après ces 12 premières journées de championnat un peu en montagne russe de Manchester United, au moment où on en a parlé sur ce podcast la première fois, Bruno en était à 29 occasions créées. Alors vous allez me dire, en 12 journées, c'est pas mal. Sauf que là, après 34 matchs, il a joué 34 des 37 pour l'instant de Manchester United. Bruno, il en est à 130 occasions créées. Et c'est surtout ça, cette stat qui a été pointée du doigt tellement elle est folle, parce qu'il crée 3,82 occasions par match, ce qui est énorme, ce qui est largement au-dessus des autres, c'est plus de 50% au-dessus des autres, c'est énorme. Et je trouvais que ça résumait bien justement le fait qu'il ait pris une autre dimension, aussi parce que il a été repositionné à son vrai poste, notamment en soutien de l'attaquant plus haut, et qu'au début de saison, souvenez-vous, il commençait avec Amorim à côté de Casemiro là, dans ce milieu de terrain à plat, ce qui n'allait pas c'était pas son poste. Et je trouve qu'il a retrouvé vraiment ce côté créateur qui lui a... c'est ça qui lui vaut ce trophée. Le fait qu'il soit un créateur infatigable, je trouve qu'il l'a vraiment retrouvé après ces 12 premiers matchs, ces 3 premiers mois, en gros, même jusque fin novembre, c'était fin novembre, où là, c'était encore très moyen, comme les perfs de Man United au global. Oui, Hugo. Mais ça fait comment on a un peu retrouvé celui quand il est arrivé en première ligue en fait. Il y avait cette première demi-saison qui était assez folle, même la saison qui avait suivi était plutôt bonne, mais derrière on avait un peu perdu ce Bruno qui créait tant d'occasions que ça. Donc on a un peu retrouvé, j'ai envie de dire, le vrai niveau plafond de Bruno Fernandes, on l'a qui est le sien en fait, encore. et qui fait que c'est un joueur de classe mondiale. Non, on l'a il peut aller plus haut, mais je veux dire. Oui, il a peut-être encore explosé son plafond, mais en tout cas, je veux dire, là, il est à son meilleur niveau. C'est ça que je voulais dire par on a retrouvé son niveau plafond, c'est que il est au top du top, au top de sa forme. Et j'ai envie de dire, encore un joueur qui ira à la Coupe du Monde et qui est en pleine forme. Et je regardais son précédent record d'occasion créée sur une saison, c'était 2022-2023, c'était 117. L'année dernière, c'était 91. Ça montre aussi à quel point... finalement, les performances. Je disais qu'il y avait eu un petit déclin après sa première saison. Et c'est vraiment les performances de Bruno sont intrinsèquement liées aux performances de Manchester United. Mais en même temps, c'est ça. Les performances de Bruno augmentent quand le niveau autour de lui augmente, parce que l'équipe l'année dernière ne l'aidait pas non plus peut-être à briller. Oui. Oui, c'est ça. Il est un peu tributaire du niveau de jeu de son équipe, quoi. Si on le fait évoluer dans une équipe qui marche pas du tout, il ne pourra pas non plus faire de miracle tous les jours. Oui, parce que c'est un joueur qui se repose beaucoup sur l'appui de ses coéquipiers. Ouais. Fatalement, quand vous êtes plutôt à l'assise qu'à la finition, vous êtes forcément dépendant de vos attaquants. Je me souviens que Mesut Özil était une certaine saison en route pour exploser ce record de 20 assists et n'avait finalement pas réussi parce qu'Arsenal avait fait une mauvaise fin de saison et que du coup, il en avait pâti, lui. Ouais, Valentin. Oui, je sais pas, même pour clore un peu ce chapitre Bruno Fernandes, j'ai une petite question improvisée à vous, je veux pas vous piéger, mais est-ce que vous savez quel est le dernier joueur de Manchester United à avoir obtenu ce titre de meilleur joueur de Première Ligue ? On les a vus passer en plus, on les a vus passer, je les ai vus passer cet après-midi. Je me demande si c'était pas un Beckham ou un Owen ou... Ça doit remonter. J'aurais dit plus récent, j'aurais peut-être dit un Berbatov. Non plus. Je ne sais, dis-nous Valentin. C'est l'année 2010, la saison 2010-2011. C'est Cristiano. Peut vous rappeler. Non, il y était plus. Non, il était plus déjà. Non. Je ne sais pas. Non, j'ai pas non plus. Vidic. Nemanja Vidic. Alors. Eh oui. Alors, attends, parce qu'on a un background avec Hugo sur Nemanja Vidic. Et là, tu viens de relancer. Alors là, tu viens de relancer. Alors là, ouais, la charnière Vidic-Ferdinand. Voilà. Selon Antoine, Ferdinand était le meilleur de la charnière Vidic-Ferdinand et selon moi c'était Nemanja Vidic le meilleur de la charnière Vidic-Ferdinand. Vidic n'aurait pas eu... Tu viens de mettre une pièce de mon côté. non mais oui, mais alors, d'accord, mais je maintiens le fait que Rio Ferdinand a été l'un des plus grands. Le meilleur des deux. Le plus grand à cette époque-là. Alors, après... Voilà. Pour la globalité de la carrière, je suis peut-être d'accord avec toi, mais bon, sur cette saison, apparemment, il était meilleur. Hein, voilà. Après, je veux dire, on a quand même, je veux dire, la charnière de Man United à cette époque-là, c'était pas. Et je ne veux pas manquer de respect, surtout quand on voit le parcours cette saison, mais c'était pas Maguire, Hayden-Even. Je veux dire, c'était la meilleure charnière d'Angleterre de loin. Hein. Donc bon. Voire d'Europe.
Et aucun manque de respect à Maguire qui fait une très belle saison et à Aiden Even qui est excellent, sorti du. Pour Enfin, son âge, surtout. je veux dire, il est sorti un peu de nulle part et s'est imposé là-dedans. Bravo à lui. Mais en tout cas, merci Valentin de nous avoir cuisiné comme ça. Mais c'est intéressant parce que finalement, on a quand même plutôt des joueurs offensifs, non depuis, si je ne m'abuse. Donc c'était bien aussi une époque où la Première Ligue est quand même réputée pour ne pas être qu'un championnat offensif, quoi. Donc d'avoir des. Est-ce que Van Dyke, non, Ah, si, ne il a l'a pas peut-être. eu une année? Ouais, mais ça En reste tout cas, marginal. De toute façon, la Première mais Ligue, oui, il l'a ça mis reste, tout oui. à l'heure et je me suis dit, tu vois, j'aurais dû rester plus longtemps devant ce visuel. Il y a eu Ruben Dias, messieurs, qui l'a eu, et Virgil van Dijk, effectivement. Ah, Entre-temps, il n'y avait pas eu de défenseur. Il y avait eu compagnie derrière Vidic, ouais. Vidic l'a eu. Après, s'il y a bien un championnat qui met en avant les défenseurs, c'est peut-être la Première Ligue. Ouais, mais. Bon, enfin, je veux dire, quand tu vois le succès aussi de ces équipes-là qui passent aussi par le. Je veux dire, toutes les équipes ont des attaques de folie en première ligue, on va pas se mentir. Des éléments Ouais. offensifs de folie. C'est aussi aux équipes qui ont les meilleurs éléments défensifs que revient le triomphe et je pense qu'on pourrait encore les mettre plus en avant. Mais voilà. C'était comme ça, je me suis senti d'un coup. c'est gratuit. Je me suis senti porte-parole de la défense. Mais entre-temps, en plus, il y a eu Wayne Rooney. Mais vous savez que, pris sur le fait comme ça, c'est terrible. Parce qu'entre-temps, il y a eu Wayne Rooney qui a gagné aussi ce Premier League Player of the Season. Mais non, on n'y a même pas pensé à Wayne Rooney, c'est horrible. D'autant Ouais, plus c'est vrai qu'on. pour le club bleu de la Mersey qui ne se qualifiera pas en Coupe d'Europe cette saison. Et voilà. En plus grand désespoir. Allez, on va passer au Passons. sujet suivant, sinon Antoine va pleurer. Mais j'ai bien aimé cette petite discussion. J'ai bien aimé. Mais j'ai bien peur qu'on retourne du côté de la Mersey et du côté bleu. Oh, pas tout de Mais suite. pour des pas bonnes tout de raisons. suite. Non, pas tout de suite. D'abord, on va. Ah oui, c'est vrai, on va parler de la lutte pour le maintien, mais on va à Londres parce que c'est à Londres que ça va se passer. Allez, passons à la lutte pour le maintien, cette 38e journée de Première Ligue, parce que c'est quand même le fait de ce preview, cette dernière preview, c'est de savoir qui va se maintenir, qui va partir en Europe, quel sera le classement final de la Première Ligue cette saison. Et on va commencer tout en bas, parce que c'est plus simple à expliquer. Il y a deux équipes qui sont concernées, Tottenham et West Ham. En gros, si Tottenham est capable de gagner ce match, Hugo, il n'y a même pas besoin de regarder ce qui se passe ailleurs. Ce sera fait pour Tottenham. Mais la vraie question, c'est est-ce que Tottenham est capable de gagner ce match qui se jouera contre Everton ? C'est ça, est-ce que Tottenham sera capable de gagner ce match? Ils avaient gagné le match aller, c'est ce qui joue en leur faveur, notamment sur un doublé de Mickey Van de Ven. Mais clairement, je pense pas que Tottenham arrive très serein au Tottenham Hotspur Stadium. Déjà, on l'a dit plusieurs fois, mais à domicile, il manque de régularité, il manque même juste de victoire, de niveau. Ils sont tout simplement une des pires équipes d'Angleterre à domicile. Everton souffre un peu du même mal, mais du coup, entre guillemets, du même bien, c'est qu'ils sont pas mauvais à l'extérieur. Donc c'est un peu le match piège par excellence de terminer à domicile et de jouer contre une équipe qui joue plutôt bien à l'extérieur. Bon, Everton n'aura alors sur le papier rien à jouer, en tout cas pas l'Europe. Après, David Moyes l'a rappelé en conférence de presse, la première partie tableau le rassure. Plus de récompenses financières, donc ça joue quand même toujours, c'est des choses auxquelles on fait pas forcément attention en tant que supporter, en tant qu'observateur, mais dans les clubs, enfin voilà, ça a son importance, ça fera peut-être la différence sur le marché des transferts la saison dernière, la saison prochaine plutôt, ça peut être la différence entre un bon joueur et un joueur de classe mondiale, l'argent que vous allez gagner là, donc voilà. Et de toute façon, Tottenham n'a pas forcément la confiance, ils ont plus perdu des joueurs. Récemment encore, on sait que c'est un grand problème chez eux les blessures, donc ça va pas, c'est pas gagné d'avance, mais il faut gagner parce que comme tu l'as dit, s'ils gagnent, il n'y a pas besoin de se préoccuper de ce que fait West Ham, vous êtes maintenu. Ouais, mais c'est toujours la question, c'est est-ce que ça va pouvoir le faire pour Tottenham ? Parce que ça fait plusieurs semaines qu'on se la pose, ça fait plusieurs semaines qu'on se dit, bon, à un moment ça va finir par le faire. On est à cette dernière journée, et Valentin, la dynamique laisse quand même plutôt Tottenham dans le bon wagon, entre guillemets.
Mais c'est loin d'être fait. La confrontation allait aussi, hein, où les Spurs s'étaient largement imposés, Valentin. Oui, 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 la dynamique est quand même un peu meilleure, j'ai envie de dire, du côté de Tottenham, parce que voilà, ils ont su redresser la barre sous De Zerbi. Il y a eu 2 victoires, c'est une victoire à Villa, c'est une victoire face aux Wolves. Donc Tottenham voyage bien. Bon, là, ils vont recevoir Everton, mais Tottenham avait aussi bien voyagé au match aller, comme vous l'avez rappelé. Pour la petite anecdote, c'était la première défaite d'Everton au Dixon Stadium. Donc voilà, c'était quand même un petit événement. Et, C'est bien de le rappeler. et ouais, oui, voilà, j'aime toujours bien rappeler des petites choses comme ça. Je sais que ça te fait plaisir. Euh, mais en tout cas, non, Tottenham, c'est clair qu'ils sont sur une dynamique quand même plutôt positive. Après, voilà, j'ai envie de dire, est-ce que dans ce genre de match, la dynamique compte? Oui, forcément, mais euh, voilà, j'ai envie de dire pour Tottenham, c'est un match à la vie et à la mort, donc faut pas se préoccuper de se dire est-ce que l'adversaire est sur une dynamique compliquée ou pas. Oui, c'est le cas parce que Everton, bon, enchaîne. On pouvait croire à l'Europe du côté d'Everton. Bon, c'est plié désormais à une journée, on peut le dire. Euh, et honnêtement, ils ont pas. Everton a quand même pas connu la victoire depuis cette victoire face à Chelsea en 3-0. C'était le 21 mars dernier, donc ça commence à remonter à 2 mois, mine de rien. Effectivement. Euh, mais voilà, bon après, enfin, ça veut peut-être pas forcément dire grand-chose dans le sens où j'imagine qu'ils voudront quand même terminer sur une bonne note et Tottenham bah, joue sa vie, donc. Voilà, peu importe la dynamique des deux équipes, il y aura qu'une seule vérité, ce sera celle du terrain. Qu'est-ce que vous sentez là-dessus, messieurs? Tottenham va gagner, peut gagner? Vraiment un pronostic comme ça à la volée? Oui, pour moi, je Valentin? pense. Ouais, je sais pas, je voyais qu'Hugo commençait à réfléchir, je lui laisse un petit peu de temps comme ça. Mais pour son prono, non, mais oui, je vois Tottenham gagner. De Zerbi en plus, ce genre de match, et je le vois bien savoir motiver ses troupes comme jamais à partir à la guerre, quoi. Enfin, De Zerbi, c'est un peu il va monter sur ses grands chevaux, mais là, dans ce genre de match, il faut. Et allez, si je sors un petit score, je dirais. Même victoire un peu fleuve, je dirais Ah ouais! 4-0 Tottenham. Ah! Mm. Non, mais ça Ouais. recommence. Non mais ça recommence. Il est parti avec. Alors, à l'aller, il y avait eu 3-0 Non, pour Tottenham. Vous me direz, mais le contexte est quand même oui. différent. Mais ça recommence avec Valentin. Oui, Hugo. Il a recraqué. Non, j'y suis pas trop. Bah, on allait l'évoquer juste après. Mais il y a des absences du côté de Tottenham, notamment celle de Jet Spence qui s'est fracturé la mâchoire face à Chelsea. Christian Romero toujours pas là et qui en plus n'était pas là cette semaine. Il était en Argentine Ouais, pour voir son explique-nous. club formateur. Ouais, c'était un broglio Ouais, là. il était en Argentine là pour voir son club formateur en coupe de finale, enfin en finale de coupe Argentine, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, il était pas au club cette semaine et même s'il est blessé, et qu'il peut pas s'entraîner, ça reste le capitaine de Tottenham, donc ça a étonné beaucoup de monde. Les observateurs l'ont pas manqué de rappeler que c'était pas une attitude de capitaine. Je pense que, en tout cas, que si Tottenham se maintient. Je suis pas sûr qu'on revoie Christian Romero la saison prochaine parce que quand on voit ce genre d'attitude, c'est pas très positif pour un capitaine et du coup, enfin, j'espère en tout cas que c'est pour les Spurs que ça va pas semer la zizanie en tout cas dans leur Ouais, dans les rangs et que Roberto De Zerbi a quand même su motiver et tenir son vestiaire sans le capitaine titulaire parce que c'est quand même une situation étrange. parce que Romero est toujours blessé, hein, mine de rien. Il se remet de sa blessure, Oui, mais oui, il il n'a est pas toujours été blessé, oui. au contact de l'équipe, quoi. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Il aurait pas pu s'entraîner. Il est toujours blessé, mais il aurait quand même pu être là pour au moins ouais, voilà, donner de l'énergie positive à ses coéquipiers, les mener. Ça reste lui le capitaine et il n'était pas là pour ça. On ne sait pas encore s'il sera là demain. On n'a pas eu de confirmation ou d'information. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, il était en Argentine. Il était à Belgrano, précisément. Voilà, si vous Ouais. prévoyez un petit trip en Argentine. Vous êtes dans le coin, voilà. Vous Allez-y. pouvez, Alors, vous pouvez faire les paparazzis. et j'ai pas entendu Essayez ton ouais, vous petit envoyer une prono photo de... Non, du stade moi de j'ai dit du Belgrano. coup, c'est ça. Je pense que ce sera compliqué. Moi, je vois pas un score flush. Je leur prédis un match plus compliqué, mais peut-être plutôt un match nul qui leur permettrait quand même de se maintenir.
Eh bien, messieurs, le super calculateur d'Opta, c'est ma carte Opta du soir, enfin du matin, est d'accord avec vous. Parce que sachez que les prévisions d'Opta donnent Tottenham maintenu dans l'élite à 85,5% de chance. Bon, alors faudra toujours me dire comment c'est calculé, mais en tout cas, sur 10 000 simulations d'avant-match, Tottenham s'est imposé dans 49% des cas et accroché le nul dans 23%. Voilà, eh bien, sachez-le, messieurs. Après, Opta est d'accord avec vous. si les stats avaient toujours raison, ça se saurait, hein, mais... Ah ouais. Je change d'avis. Je rigole. Je ne suis pas d'accord avec Opta. Je ne veux pas être du côté de l'IA. Attention, c'est pas de l'IA, c'est un super calculateur, super ordinateur, Oui, je sais bon, pas comment on dit. Un super. Oui, enfin. Bon, après, déjouer les pronostics, c'est un peu la marotte de la Et première moi, ligne. mon petit doigt me dit que... Mon super calculateur petit doigt me dit que j'ai peut-être vu faux en voyant un score fleuve, mais c'est pas grave, j'aime le risque. Non, Voilà. de toute façon, je vais te dire quelque chose, Valentin, depuis le début, tu prends des risques dans les pronos, et souvent ça paye. Ou c'est loin d'être ridicule. Donc, j'ai envie de te dire, maintenant, tout ce que tu dis est parole d'évangile. Non, j'irai pas jusque-là. Oui, alors ça ne pariez pas votre maison sur un 4-0 de Tottenham, attention. Ah non, je Attention. fais pas de service après-vente, je vous incite pas à faire quoi que ce soit. Non, On a même pas de regardez promo le à match vous offrir, tranquillement, Le jour où vos experts mettez de vous l'argent retrouveront, dans des bières ou dans des cacahuètes, mais pas sur les sites de paris sportifs. le jour où vos experts vous retrouveront Nemanja Vidic plus vite que ce qu'on l'a fait, a priori, vous pourrez commencer à... Non, ne faites pas ça, évidemment. Profitez du foot et profitez de la Première Ligue qui est riche en suspense et en rebondissement. Des classes sur lesquelles je voulais qu'on s'arrête quand même, messieurs, pour passer à la suite, c'est celle de David Moyes, David Moyes, l'entraîneur d'Everton, historique aussi de Première Ligue, qui a une belle histoire quand même avec West Ham, qui a longtemps été aussi du côté des Hammers, et qui a dit que il aimerait bien pouvoir quand même assurer le maintien des Hammers. Voilà, il a dit: j'adorerais maintenir West Ham en Première Ligue si je le peux. Si on peut avoir ton micro-cut en même temps, Hugo, pour pas avoir les pompiers avec nous, c'est génial, merci beaucoup. On embrasse les pompiers. J'adorerais maintenir West Ham en Première Ligue si je le peux, nous disait David Moyes, mais il est plus important que je permette quand même à Everton de terminer dans la première moitié de classement, comme tu le rappelais, Hugo, parce que ça aussi, ça joue sur les finances attribuées en fin de saison. Bon, on a bien compris aussi qu'il y a une part d'histoire d'amour qui s'écrit là aussi, enfin la suite de l'histoire d'amour entre Moyes et West Ham. Moyes qui a passé 5 saisons et demie à West Ham, donc c'est aussi ça, c'est aussi l'ex avec qui ça s'est terminé plutôt en bon terme. Donc bon, il y a cette part là. Comparaison. Pardon. Ouais, c'est la dernière journée de championnat, si on les fait pas maintenant, on les fera jamais, hein, donc voilà. C'est ça. Bon, ne serait-ce que la victoire de Tottenham assurait le maintien aux Spurs, le nul a priori aussi, et en gros West Ham est obligé, enfin c'est même pas en gros, c'est West Ham de son côté est obligé de gagner pour croire encore au maintien. C'est pas un peu... Alors c'est bien beau aussi ces déclats de David Moyes, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard finalement là, pour West Ham, Valentin? On le dit depuis plusieurs semaines, il y avait les opportunités encore la semaine dernière contre Newcastle. Est-ce qu'elles ont pas toutes été grillées là maintenant? Ah, tout était grillé, oui, bah peut-être, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, alors que franchement, une équipe comme West Ham avait les qualités nécessaires pour rester maître de son destin, et voilà. Quoi qu'il en soit, il faut qu'ils gagnent ce match, mais il faut espérer aussi un faux pas de Tottenham. Et c'est clair que ils ont enchaîné là dernièrement 3 défaites de suite en Première Ligue. Alors bon, il y a un match face à Arsenal. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Je ne sais pas. En tout cas, ils étaient pas si loin, hein, parce qu'il y a que 1-0. On se souvient de ce dénouement fou, encore une fois, avec ce but refusé pour une faute sur Raya dans la surface. Bon, avec du recul, on peut se dire peut-être ça a tourné là, mais en tout cas, bon, il n'y avait pas d'injustice, même si peut-être que les joueurs de West Ham et les supporters le vivent différemment. En tout cas, on a l'impression...
Oui, en plus, c'est vrai. Oui, mais bon, dans l'éventualité où ça se joue à un point, c'est pas à La exclure, hein. différence de Enfin, but aussi. Bon, après, bon, ouais. Ouais, mais je veux dire, oui, un oui, match nul de on n'est Tottenham les pas là, condamnerait mais quand même. Oui, oui, bah, là, a Ce priori, serait ça la un match nul différence. de oui. Tottenham avec les 22 buts, enfin les 12 buts d'écart à la différence de but, sauf si Leeds a vraiment décidé de venir avec les ramasseurs de bouteilles sur le terrain. Bon, un Le nul, coaching ça fait staff, plaisir. là, c'est Daniel Farr qui va jouer dans l'entrejeu. Bon, ne sous-estime pas Daniel Fark, par pitié. Je Ah oui, c'est plutôt son attention, coaching staff. attention. Pardon, Valentin, on t'a coupé pour dire des bêtises encore. Non, 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 ce Daniel que je veux Fark. dire, c'est que voilà, j'ai ça à dire, Ce que je mais veux dire, non, j'ai c'est autre que... chose à dire. J'ai autre chose à dire, c'est que voilà, on peut regretter aussi cette défaite à Newcastle parce que sur le papier, Newcastle avait pas grand-chose à jouer non plus parce que l'Europe était déjà loin. Et voilà, mais au final, ce que je regrette plus du côté de West Ham, c'est les passages à vide qu'ils ont eu par moment, notamment mois de novembre, décembre, où ils se sont enlisés dans des séries qui étaient quand même vraiment pas terribles. Et enfin, même au début de la saison, en septembre, et pourtant, enfin, en tout cas, moi de mon côté, j'ai jamais été trop inquiet à me dire. Ils ont le niveau de jeu nécessaire, ils vont finir par s'en sortir. Oui, mais en fait, t'as trop. Alors, je sais pas je dis pas qu'ils ont été trop sur d'eux, pas du tout, parce que bon, moi je regarde ça d'un point de vue extérieur. Quand vous êtes dans la zone rouge, bon, vous devez tout donner à chaque match, j'en doute pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont laissé passer leur chance quand même sur plusieurs matchs cette saison dans des scénarios où ils méritaient honnêtement d'arracher soit un point du nul, soit de gagner, et ils ont perdu des points quand même un peu par-ci par-là, et c'est ce qui va sûrement leur coûter leur place en première ligue pour la saison prochaine, parce que bon bah selon le super calculateur, ils ont maintenant très peu de chances de se maintenir. Bon, la réalité du terrain triomphera évidemment. Bon, dans tous les cas, Hugo, c'était pas prévu de voir ces deux équipes, que ce soit Tottenham ou West Ham, à ce niveau-là, en tout cas à cette place-là, à ce moment de la saison. Tu te souviens de ce qu'on disait au début de saison? Je sais, alors, Valentin, on n'avait pas eu ton prévis. Je pense que, enfin voilà, on ne s'était pas demandé nos classements prévisionnels Et à cette époque-là. pronostics, ouais. Voilà, tes pronostics du début de saison. On s'était envoyé avec Hugo nos classements pronos du début de saison. Hugo, tu les mettais combien, West Ham? Alors, je les mettais pas très bien, mais je les mettais quand même maintenus. Je les avais mis 13e. Ouais. Bon, je les mettais 10e. Et franchement, dans la course à l'Europe, quand même. Donc, bon, on s'est bien planté. Et On s'attendait pas j'avais à les voir renvoyé là. Leeds en Championship. Non, non, on s'attendait pas à les voir là. On s'attendait bien évidemment pas à voir Tottenham là. Moi, je sais plus combien tu les as mis. Je les ai mis 5e. Moi, je trouvais qu'elle 6e. était bien, cette équipe de Tottenham. Ah ouais. Il me semble que on venait de voir la Super Coupe d'Europe face au PSG. Il me semble que c'était juste après. Donc, qui annonçait quand même une belle saison, même s'ils avaient au final perdu. Mais bon, c'était face au PSG. Est-ce qu'on peut s'en vouloir de perdre face au Ils PSG? étaient Je sais devant pas. jusqu'à la 95e. Mais c'est ça, ils avaient livré une belle performance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une descente fera mal au club qui descendra. Malheureux Comme vaincu, tu ouais. dis, c'est pas des clubs qui étaient programmés pour ça. C'est deux des plus grands stades d'Angleterre, donc le Tottenham Hotspur Stadium et le London Stadium, anciennement Stade Olympique de Londres. Enfin, c'est toujours le Stade Olympique, mais on l'a un peu renommé, quoi. Qui sont quand même des très grands stades qui attirent une partie de leur public. Alors c'est des fanbases très très fidèles. On va quand même le dire, c'est des grands clubs d'Angleterre, que ce soit par les fans, par l'histoire, donc ils rempliront toujours leur stade. Mais une bonne partie de leurs revenus venait quand même des touristes en fait qui venaient garnir les rangs, comme à Arsenal, comme à Chelsea, comme à Fulham, les touristes de passage à Londres qui disaient où est-ce qu'il y a un match, où est-ce qu'il y a de la place. Bon voilà, le stade de West Ham, le stade de Tottenham était très grand, donc il y avait quand même souvent des places de dispo. Et là, est-ce que les gens vont aller voir des matchs de Championship là-bas? Je sais pas. Les fans fidèles, comme je l'ai dit, oui, mais ça fait quand même des sacrés stades à remplir. Donc il y aura forcément des pertes financières. Bah, Et en quand termes même, de droits un télé petit aussi. match contre Sheffield ou Watford, enfin, c'est quand même. Mais Ouais, c'est un peu qu'est-ce- ça. Mais qu'est-ce voilà, que mais Ça vaut- après. le West C'est Ham Millwall. au-dessus que d'un match face à Manchester City. Ah non. Tu Non, mais dénigres les voilà, clubs. si on. C'est ça. Non, mais si on doit parler de pertes, pour Tottenham, on sera à plus de 200 millions de pertes sur l'année estimées. Et pour West Ham, on serait plutôt autour des 125 millions. C'est énorme. Après,
c'est énorme. C'est quand même à pondérer parce qu'il y aurait forcément des ventes de joueurs, même si ce serait au rabais. Vous n'êtes pas en position de négocier. Et du coup, fatalement, des coupes dans la masse salariale. Mais de là à compenser 200 millions de pertes, on n'y est pas. Donc attention aussi pour ces clubs-là, à quand même pas voir la tasse l'année prochaine en Championship. Championship qui reste un championnat, je pense, sous-estimé. Je pense que c'est sur la longueur, c'est un des matchs c'est un championnat les plus durs. C'est 46 matchs, il me semble. Oui. Sachant que vous jouez deux cups en même temps, en plus. Donc c'est comme si vous jouiez l'Europe, quoi. Mais pas avec les mêmes effectifs, pas avec le même budget. Donc c'est une saison complètement folle. Et attention, à pas nous faire une Leicester, à pas nous faire une Luton, parce que ça pourrait faire très très mal. Donc faudra bien gérer la descente, parce que ça peut faire très mal aux deux clubs, comme je l'ai dit. Et deux clubs qui en plus n'avaient pas prévu de descendre, donc qui n'ont pas forcément un plan financier prévisionnel pour fonctionner en Championship. Ouais, et justement, c'est intéressant parce que on parlait aussi de la. Je sais pas si on avait déjà parlé même de cet article qui était sorti dans SoFoot ce mois-ci sur la fanbase de Tottenham, parce que on parlait justement aussi de cette fanbase qui continuait à encourager, mine de rien. En tout cas, c'est l'image que ça donnait, qui continuait à encourager, en tout cas au stade. Après, bon, sur les réseaux, tout ça, c'est autre chose. Et puis Ouais, sur. mais ça, les réseaux ne sont pas la vraie vie. Exactement, voilà. En tout cas, au stade, j'avais l'impression, en tout cas, que ça continuait vraiment à rester. Il y a eu un beau reportage là dans le SoFoot de ce mois-ci, du mois de mai, de Julien Duez, je ne sais pas comment on le prononce, mais à Londres, qui est parti justement aux abords du Tottenham Hotspur Stadium pour recueillir un peu les témoignages des habitués. Sachez qu'il y a quand même beaucoup pas de places désertes parce qu'elles sont justement revendues, mais il y a eu un désengagement quand même de pas mal de fans. Autour en tout cas du Tottenham Hotspur Stadium, il n'y a plus cette même ferveur. Alors évidemment pour le dernier match de la saison, le match tout près, j'espère que les fans même historiques seront là, mais il y a eu quand même un désengagement ces dernières semaines, ces derniers mois, à tel point qu'il y avait bon, je vous le dis un peu tard, mais il y avait de super affaires à faire pour aller voir un match de Première Ligue dans un super stade, parce que... Et il le dit seulement maintenant, bah super. Ouais, ça. Je l'ai su en même temps que vous, monsieur. Mais il y a pas mal de touristes qui sont venus chercher des places parce qu'il y avait un désengagement des fans, quoi. Ouais. Bah, c'est un phénomène qu'on a aussi retrouvé du côté de West Ham, mais déjà depuis plusieurs saisons, parce qu'eux avaient quitté leur quartier emblématique d'Upton, hein, pour aller dans ce stade olympique. Et beaucoup de fans sont mécontents de ce changement, d'un peu une perte de l'âme du club. Donc je sais que ça va aussi jouer du côté de West Ham, et que ça pourrait être encore pire s'ils descendent en Championship. Donc pour les deux clubs, ça pourrait quand même avoir des conséquences assez graves au niveau financier. Ouais. Valentin. Non, je voulais faire encore une petite blague, mais non, mais C'est voilà, le étant moment donné pour faire que des blagues, Tottenham tu est penses plus âgé, Après avoir parlé de bilan financier. voilà, faut dédramatiser. Moi, je pense que l'humour, Ah bah c'est le meilleur moyen d'échapper à la C'est pas tristesse. toi qui as Mais mis ton chèque, euh, là. C'est pas non, toi qui c'est as vrai, investi c'est 1 pas- milliard c'est dans un vrai, club. je vois. Non, c'est vrai, je suis très mal parlé, placé, pardon, pour parler, plutôt. C'est plutôt dans cet ordre-là que c'est mieux, mais non, en tout cas, vu que Tottenham est quand même plus à l'aise à l'extérieur, peut-être que les fans, bah, au final, vont pas au stade parce qu'ils Oh se non. disent, avec une ambiance Oh à non. l'extérieur, peut-être que Tottenham va gagner. Voilà. Bon, Ouais, bon, voilà. non, je me Eh, retire. tu vois, la Tous les fans prochaine de fois... Tottenham vont m'insulter, mais ça sera mérité. Non, pas d'insulte. Le football, c'est du sport avant tout, et le sport, c'est le savoir-vivre. Bon, je sais pas où je vais avec ça, mais j'y Ouais. vais en tout cas. C'est la dernière de la saison, enfin, cette dernière preview, on a le droit. Ce sera, évidemment, on le rappelle, malheur vaincu ce week-end, Tottenham-Everton, pardon, et West Ham Leeds. Ce sera l'affiche, les deux affiches pour le maintien qu'on va suivre attentivement et qu'on vous débriefera évidemment début de semaine prochaine. Ce sera pendant le multiplex, hein, on l'a même pas dit, c'est multiplex ce dimanche à 17h avec toutes les rencontres de la Première Ligue qui jouent en même temps. Donc en plus ça laisse pas de place au calcul. Ça c'est aussi bien, on va avoir a priori du spectacle sur les 10 rencontres. Il va y avoir du spectacle aussi en haut de tableau parce que on connaît le dénouement. Pour ce qui est du champion, Arsenal, je vous le rappelle, sacré champion d'Angleterre, 22 ans plus tard, au détriment de Manchester City, au nez à la barre même, j'ai envie de dire. Devant aussi Manchester United et Aston Villa. Ce sera le top 4, ça peut pas bouger, hein, ce top 4, rassurez-moi.
Après, Non. Liverpool peut repasser. Si, Liverpool peut repasser Si quatrième. Liverpool passe, D'ailleurs, le top 3, le podium voilà. ne peut pas bouger. le top 3 est inamovible et justement, ça fait partie des scénarios dont on va parler parce que la course à l'Europe est un peu alambiquée, fruit de cette saison qui a été très particulière avec un milieu de tableau très dense, qui fait qu'on a encore des équipes qui peuvent prétendre à l'Europe, voire à la Ligue des Champions, et qui n'étaient même pas programmées à l'origine pour jouer l'Europe, en tout cas qu'on n'avait pas imaginé à ce niveau-là en début de saison. On va commencer justement par le plus haut possible, c'est-à-dire à partir du top 4. Parlons d'Aston Villa. Aston Villa est actuellement 4ème. Sauf que si Villa termine 5ème, il y a une 6ème, la 6ème équipe au classement se qualifie elle aussi en Ligue des Champions. Si Villa termine plus haut, 3 ou 4ème, enfin 4ème donc, ce sera 5 équipes en Ligue des Champions et la 6ème, la 7ème en Europa League. Parce que Villa est champion d'Europa League. Parce que Villa a gagné l'Europa League, effectivement. En gros, l'objectif pour les équipes derrière, c'est que Villa termine 5ème. Parce que ça qualifierait finalement le 6ème dans la meilleure des Coupes d'Europe. Ce qui est quelque chose de probable. Parce que Aston Villa... Si vous avez vu les images à Istanbul. Voilà, Aston Villa a fait la fête, logiquement. Aston Villa va jouer à Manchester City. Manchester City va jouer sa dernière sous Pep Guardiola, donc on imagine quand même que les Citizens voudront faire un bon résultat pour la dernière de Guardiola, on espère quand même. Ce qui veut dire que... voilà, alors on ne va pas prédire une nouvelle fois, on n'a pas de boule de cristal, on sait que la Première Ligue est imprédictible, mais c'est un scénario probable. Il y a 2 jours, Tyrone Ming mixait dans une boîte de nuit à Istanbul, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je l'ai vu dans la story d'Amadou Onana, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc ça vous donne un peu l'état de l'équipe dans cette saison où ils n'ont plus grand chose à jouer. Bon, en tout cas, Aston Villa est qualifié en Ligue des Champions, mais sa place de fin de saison peut jouer sur les autres équipes qualifiées en Ligue des Champions. Ce qui fait que le gros coup là-dedans à faire, il est notamment pour Bournemouth. Parce que Bournemouth est actuellement 6ème, plutôt bien embarqué. Et la place en Ligue des Champions n'est pas si loin. Et franchement, honnêtement, Valentin, pour tout ce qu'on a dit depuis le début de saison, pour toutes les étoiles qu'on a eues dans les yeux en regardant l'équipe des Cherries, ce serait à la fois logique et mérité pour eux. Oui. Enfin, après, logique, je sais pas. On parle quand même de Bournemouth en Ligue des Champions. Non, mais enfin, oui, mais au vu de la je sais pas, saison. Au vu de la saison. Oui, mais au vu de la Ils ont saison, relégué c'est leur pas stade, on sait immérité. J'irai pas jusqu'à dire que c'est amplement mérité. Si, c'est mérité, mais c'est pas non plus logique, quoi, de les voir aussi haut. Tu n'aimes pas le beau football, tu n'aimes pas le Vitality Stadium et ses 11 286 places. Mais je suis emballé, mais bien sûr, mais je signe tout de suite pour que Bournemouth joue la Ligue des Champions l'année prochaine, mais bien évidemment. Quand même. Mais bon, de là à dire que c'est complètement logique, que c'est pas une surprise, Non, moi ça me surprendrait quand même. Ce serait mérité au vu de la saison. Oui, c'est mérité. Oui, je te rejoins. Mais je suis un peu plus tempéré, on va dire. Ça m'arrive pas souvent, alors bon. Mais non, en tout cas, c'est sûr que ça pourrait être la superbe opération. Et puis, ça se joue sur la dernière journée. Après, bon, voilà, on l'a rappelé, il faut que les scénarios soient quand même en leur faveur. Faut que d'un côté, Aston Villa perde contre City, ce qui est, bon, ce qu'on a dit, ce qui est plutôt probable et logique, mais bon, on sait jamais. Et puis il faut que Liverpool gagne face à Brentford pour que Liverpool, chipe la place à Aston Villa, qu'Aston Villa soit 5ème, la 6ème place au qualificatif pour Bournemouth, et que Bournemouth aussi, de son côté, faut aussi assurer. Au moins, faut au moins faire match nul pour Bournemouth, donc qui va jouer face à Nottingham Forest. À Nottingham. Donc, à Nottingham. Bon, Nottingham n'a plus rien à jouer là non plus, mais honnêtement, ce sera un beau coup à jouer. Et voilà, Junior Kroupi ne sera pas à la Coupe du Monde. J'aimerais bien le voir en Ligue des Champions sous les couleurs des Cherries la saison prochaine. Voilà, ça serait beau. Puis non, oui. Voilà, ça c'est pas dit. Mais bon, si Bournemouth joue la Ligue des Champions, bah oui. Et puis peut-être que leur entraîneur aussi, Denis Iraola, honnêtement, ça serait peut-être un argument supplémentaire, même si on est d'accord que c'est pas la tendance. Ouais, alors si Iraola quitte Bournemouth pour aller à Palace, pardon. Et Crystal Palace aussi qui pourrait jouer l'Europa League. Qui est qualifié, qui pourrait jouer l'Europa League. En cas de victoire en finale de conférence. Alors attendez, ne nous éparpillons pas. Effectivement. Alors,
Bournemouth a la 6ème place quasiment assurée. Parce qu'ils ont 3 points d'avance sur Brighton 7ème, 3 points de retard sur Liverpool 5ème. La différence de but est défavorable sur les deux. Donc faut quand même... Allez, un point du nul et vous vous assurez cette 6ème place sans problème, il n'y a pas de souci. À Nottingham, ce qui semble pas injouable du tout. Je crois que vous êtes invaincu depuis 16-17 matchs. 17 matchs en première ligue, ouais. De Voilà, suite. 17. Alors, cette 6ème place, elle sera quoi qu'elle arrive, minimum qualificatif pour l'Europa League. La 7ème également, donc dans tous les cas, Bournemouth jouera l'Europa League, minimum. Maintenant, en fonction, effectivement, si Villa perd et que Liverpool gagne contre Brentford, on retrouvera Bournemouth en Ligue des Champions. Et c'est là que ça se corse. Parce que, déjà, Liverpool doit quand même assurer son spot, parce que même s'il y a 3 points d'écart, c'est pas mathématiquement fait. Il faudrait vraiment un concours de circonstances énorme, mais il faut déjà que Liverpool batte Brentford. Et rien n'est moins sûr, Hugo, quand on sait que les Bees jouent toute leur saison ce week-end, finalement. Ouais, c'est un peu ceux qu'on a vu toute la saison dans cette zone européenne, où depuis des semaines et des semaines, on dit que c'est la surprise. Et là, si c'est eux qui se font, entre guillemets, avoir, si c'est eux le dindon de la farce, c'est que c'est eux qui n'ont pas le spot européen, ce serait quand même vraiment dommage. Tu me l'as pas fait avec l'accent anglais. J'ai pas dit, je te l'ai pas fait avec l'accent anglais comme dans la préparation de l'émission, c'est vrai, mais oui, ce serait dommage. Ah bah moi je veux l'entendre. The Dungeon of the Farce, je pense que je t'avais fait. The Turkey on the Farc, t'aurais pu me faire avec Daniel Farr. Ah oui, c'est vrai, avec Daniel Fark, ouais, c'est vrai que j'aurais pu te la faire à la sauce Leeds. Non, mais voilà, Brentford qui est tombé pour la première fois hors de la zone européenne, en tout cas ces dernières semaines, qui là est 9ème à égalité avec Chelsea qui est 8ème, donc la dernière place européenne. Donc ils ont clairement quelque chose à jouer, les Bees, et c'est victoire obligatoire. Ce sera à Anfield, on voit mal les Bees aller mettre un 5-0 à Liverpool, quoique ce Liverpool-ci nous a plusieurs fois surpris dans le mauvais sens du terme cette saison, donc ça pourrait arriver. Donc de là à ce que Liverpool perde sa 5ème place, je pense pas. Enfin, en tout cas, perdre une place dans le top 5, je pense pas. Mais ça va quand même être un match piège pour Liverpool. En tout cas, il faudra le jouer sérieusement, parce qu'une équipe qui va le jouer sérieusement, c'est Brentford. Et ils ont quand même des arguments solides à faire valoir pour aller s'imposer à Anfield. Ils ont montré qu'ils avaient à avoir peur de personne, en tout cas cette saison, parce qu'ils ont proposé du bon football. Et du football efficace surtout. Voilà, donc on rappelle la condition. Si Liverpool gagne et que Villa perd, Bournemouth est en Ligue des Champions. A priori, tout autre résultat mettrait Bournemouth en Europa League. Et Liverpool et Villa en Ligue des Champions, toujours, ça ne bougerait pas. La suite, c'est derrière, parce que là, il y a encore les spots, le dernier spot d'Europa League et le spot de Ligue Conférence. Et attention, on va essayer de faire ça le plus clair possible, parce que là aussi, c'est un peu compliqué. Parlons d'abord de ce Sunderland-Chelsea, parce que c'est l'une des affiches décisives du week-end. Chelsea est actuellement 8ème, tu l'as rappelé Hugo, c'est le dernier spot qualificatif, quoi qu'il arrive, au classement, c'est le dernier spot qualificatif. Une victoire enverrait les Blues en Europe, ça, il n'y a pas de calcul à faire, au vu de la différence de but, au vu de la situation. Si Chelsea gagne, Chelsea est en Europe et sauve un minimum sa saison. Sauf que, il va falloir battre Sunderland, qui est 10ème avec juste un point derrière. Donc en gros, les Black Cats sont un peu aussi contraints de gagner pour espérer jouer l'Europe, ce qui serait quand même une remontée aussi folle cette fin de saison. Et j'ai envie de te demander, Valentin, est-ce que justement Sunderland n'a pas tout intérêt à emballer le match d'entrée, quitte à ouvrir totalement et se dire bon, au pire, on donne tout, on s'en prend 3, et c'est comme ça que ça se finit, mais au vu de la forme récente de Chelsea, est-ce que c'est pas le mieux d'emballer tout ça d'entrée pour Sunderland et se dire allez, on va chercher ce spot européen en envoyant l'Armada, quoi. Oui, ça doit être, en tout cas, ce match doit être abordé avec beaucoup d'ambition du côté de Régis Lebris et de ses joueurs. En plus, ils sont à domicile, Stadium of Lights, donc franchement, il va y avoir une super ambiance. Ça vient aussi conclure une
première saison, une saison, un retour en Première Ligue qui est quand même ultra concluant du côté des Black Cats. Donc honnêtement, oui, ils doivent l'aborder avec ambition. Ils doivent pas avoir peur de regarder Chelsea dans les yeux parce que Chelsea ces derniers temps, c'est pas du tout du grand Chelsea. Même si, bon, ils ont gagné leur dernier match. Alors oui, c'était contre Tottenham, mais bon, ils ont gagné. En tout cas, je pense que le match nul arrange Chelsea. Donc forcément, Sunderland doit gagner. Et si Sunderland doit gagner, ils doivent commencer ce match avec beaucoup d'ambition, tu l'as dit. Après, c'est vrai que je suis à la fois partagé du côté de Sunderland parce que on a l'impression qu'ils se sont retrouvés à jouer l'Europe par surprise et bien sûr on est les premiers, moi en tout cas je suis le premier surpris à aller voir possiblement en Conference League la saison prochaine, mais je sens qu'il n'y a pas un réel objectif clair en fait. Ils sont adaptés au fur et à mesure de la saison, ce qui est bien, mais du coup je sais pas comment ils vont aborder ce match. C'est pas une équipe qui est programmée non plus pour l'Europe, donc ça serait génial, mais en même temps, est-ce qu'ils sont prêts à jouer ce type de match? Je sais pas. Après, d'un autre côté, bon, Chelsea, la question, c'est aussi de savoir quel club a le plus envie d'aller en Conference League. Du côté de Chelsea, ça serait un lot de consolation, mais voir Chelsea en Conference League, c'est pas non plus un objectif. Ils peuvent aller chercher plus haut aussi. Ils peuvent aller chercher l'Europa League. Là. Elle est à un point oui, là où on se parle, l'Europa League. C'est vrai. Parce que Brighton était à un point devant. Je me dis, est-ce que ça serait pas... c'est encore plus historique dans l'histoire du club de Sunderland d'aller chercher une Coupe d'Europe. Évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai envie de croire aux Black Cats et à une ambiance folle, un match dingue et comme tu as dit, beaucoup de buts. Moi je veux voir beaucoup de buts sur cette dernière journée, donc moi je te suis, ils ont tout intérêt à emballer le match, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'avoue que moi je me souviens pas, je sais pas toi Antoine, mais depuis que je suis la Première Ligue, je me souviens pas de la Coupe d'Europe au Stadium of Light. Hein. Non mais alors déjà, je vais te dire depuis quand on n'avait pas vu Sunderland en Première Ligue. Déjà, oui, c'est ça. Oui, mais je veux dire, même dans les belles années de Sunderland, aux alentours de 2010, ils jouaient pas la Coupe d'Europe. Écoute, je n'ai pas un grand souvenir effectivement de Sunderland en Coupe d'Europe, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Si tu peux me faire un petit check en même temps. Oui, on va regarder tout ça. Pour ne pas dire de bêtises, mais c'est vrai que la dernière fois, ça doit remonter à une paire d'années. Et n'oublions pas quand 73-74 visiblement. Attendez. Waouh. T'étais né, Hugo. Tout juste, mais t'étais né. Je suis pas convaincu quand même. Non mais par contre, en revanche, un match nul, je ne sais même pas si un match nul arrangerait même Chelsea, parce qu'on l'a dit, c'est pas une qualification obligatoire. Tous les matchs se jouent en même temps. Donc, est-ce qu'il y a une équipe qui a envie de jouer ce match nul? Voilà. Quand on sait que Brentford va aussi jouer son Batou, hein, est-ce qu'on a envie de se dire on joue le match nul? Là, on peut pas faire de calcul, tout le monde joue en même temps. Je sais pas si ça arrange quelque chose de faire un nul. Effectivement, pour Chelsea, vous laissez Sunderland derrière, mais vous prenez le risque que Brentford repasse devant. Donc, Oui, bien sûr, c'est jouer avec le feu. Ouais. Non, mais c'est sûr, sur ce genre de match, faut pas trop avoir de calcul sur la dernière journée. En plus, c'est un multiplex, on peut pas se dire, telle équipe a fait nul, donc si... non, faut gagner son match et puis c'est tout. Mais quelle équipe, je vois plus Sunderland avoir encore plus envie, encore plus faim que Chelsea de gagner ce match. C'est pour ça que je vois peut-être... une petite surprise, Sunderland en Coupe d'Europe l'année prochaine, ça serait... Là, par contre, ça serait une grosse surprise. Ça serait peut-être mérité aussi sur la saison, mais ça serait une grosse surprise. Ah oui, et ça... On a envie... Là, de toute façon, on aura des surprises parmi les qualifiés en Coupe d'Europe, que ce soit Bournemouth, Brighton, Brentford ou Sunderland, par exemple, ce ne sont pas des équipes qu'on avait... en début de saison, on n'avait pas commencé à dire... identifié. On n'avait pas commencé à dire, ils vont jouer l'Europa, et franchement, ils vont faire une saison digne de l'Europa League. Parce que toutes ces équipes-là sont dignes d'aller jouer une Coupe d'Europe par rapport à ce qu'elles ont fait cette saison, par rapport au fait qu'elles aient réussi à maintenir le niveau dans une ligue très très homogène. Encore plus homogène que les saisons précédentes. Donc, et juste, l'objectif qui a été fixé, l'ultimatum pour Régis Lebris, alors je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais quand même, faut en parler. C'est avec des pincettes toujours. Apparemment, on n'a pas eu de au conditionnel, bien évidemment.
Mais la direction aurait exigé de Régis Lebris d'aller jouer, de se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine, sinon il pourrait voir sa place fragilisée. Il y a eu pas mal de. Ce serait quand même plus que surprenant. Ouais, il y a eu pas mal de rumeurs Aussi ces derniers temps pendant- autour de Sunderland, même une soi-disant revente qui visiblement n'est même pas Qui a pensée. été démenti par le club en voilà. tout cas. Après, Donc prenons des précautions, mais c'est vrai Après, que il n'y a ça jamais avait de été fumée sans avancé. feu. Voilà, c'est vrai que ça avait été avancé à un moment par Talksport, me semble-t-il, sur une possible, une possible place de Régis Lebris remise en question s'il n'y avait pas de qualification en Coupe d'Europe, ne serait-ce que a priori, si Sunderland termine 9e ou 10e, je ne vois même pas comment vous pouvez imaginer ça. Bon, on ne sait pas tout ce qui se passe en interne, mais ce serait quand même déjà une super saison pour un promu de terminer en première partie de tableau. Ce serait énorme. D'autant que vous avez... Playoff. Oui, et puis quand vous avez le parcours de Sunderland quand même. Ouais, et il me semble que c'est le deuxième plus petit budget de Première Ligue, voire le plus petit. Ouais, alors le mercato à 180 millions cet été quand même... si j'avais le budget, après, un petit budget avec 180... Oui, mais ils ont été dopés par l'argent de la promotion. La promotion de Championship et à la Première Ligue vous offre quand même un beau budget normalement. Attention au contre-coup la saison prochaine s'il n'y a pas d'Europe. Mais, Attention même quand s'il y a même. de l'Europe. Mais bon, on n'y est pas encore. Voilà, pour Sunderland ce week-end, il faut gagner. Il n'y a pas de question. Et j'ai envie de dire pour Chelsea, pour s'éviter les calculs, faut pas commencer à tergiverser. Pour toutes ces équipes, en fait, faut gagner. Hein. Oui, alors, hormis Bournemouth qui peut se contenter d'un match nul. Voilà, Bournemouth peut, entre guillemets, gérer, même si il n'y a pas de gestion en Première Ligue, on peut quand même se dire que ce sera peut-être plus tranquille dans les têtes des Cherries. Il reste un club au milieu de tout ça dont on n'a pas parlé, c'est Brighton. Brighton qui est actuellement 7ème de Première Ligue, et qui dans un scénario utopique, des plus dantesques, pourrait se retrouver à accrocher la Ligue des Champions. Bon, on ne vous refait pas tous les calculs, hein, on en parlera dans le débrief si jamais ils y sont. Ça paraît assez improbable. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Brighton reçoit Manchester United. Et là, par rapport au match justement de Sunderland où on parlait du fait de tout emballer, est-ce que ce serait pas tout l'inverse, Hugo ? Parce que le match aller, c'était parti un petit peu dans tous les sens. Ça n'avait pas du tout souri, ça n'avait pas souri à Brighton. Et est-ce que là, au contraire, il ne faut absolument justement pas emballer ce match pour essayer d'accrocher ce spot, et d'assurer ce spot européen, Hugo ? Ouais, en tout cas, pour l'instant, pour Brighton, c'est victoire obligatoire. La meilleure position qu'ils avaient atteint, c'était 6ème, et c'était il y a quelques journées. Alors, en tout début de saison, il avait atteint aussi. Mais eux, ils arrivent un peu de derrière. Ils arrivent un peu en fin de saison, là, un peu au milieu de nulle part. Ils s'en sortent un peu dans le chaos. Donc, franchement, bien joué à eux. En tout cas, ils ont bien géré leur saison. Et ce serait amplement mérité pour d'aller chercher l'Europe au vu de ce qu'ils nous proposent à la fin. Mais ouais, c'est quasiment. En tout cas, cette victoire face à Manu peut même leur faire espérer d'aller arracher. Man United, pardon. Non, Man United peut même leur faire espérer d'arracher la Ligue des Champions, hein, parce qu'ils pourraient potentiellement dépasser Bournemouth. Ça impliquerait que Bournemouth perde, bien évidemment, mais rien n'est impossible en Première Ligue. Donc j'ai envie de dire, oui, victoire obligatoire pour les Seagulls. Et du coup, on l'a vu à l'aller, comme tu l'as dit, ça n'aura pas souri en tout cas d'emballer le match. En tout cas, je sais pas si c'est eux qui avaient emballé le match, mais le match était très emballé. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, là, ils ont tout intérêt à essayer d'un peu contenir ce Manchester United qui aime les espaces, voilà, le quatuor offensif, et vous lui donnez un peu d'espace, ils adorent ça, ils ont qu'une envie, c'est de faire des courses de 70 mètres pour aller marquer. Donc il faut pas rendre ce match trop fou non plus, il faut essayer d'être dans le contrôle, et si vous gagnez 1-0, c'est mieux que si vous faites 3-3 quoi. Donc ouais, il va falloir assurer. Après, est-ce que être attentiste sera la bonne tactique, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. Je suis pas dans la tête de Fabian Hurtzeler, je sais pas ce qu'il a prévu, mais ce serait dommage de tout perdre sur cette dernière journée. Quand je dis je trouve qu'ils ont plutôt bien géré leur saison, parce qu'ils arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment, ils arrivent au bon moment, comme je dis, ils ont bien géré. À un moment, ils s'étaient retrouvés quasiment 15e de Première Ligue, et là ils ont fini un peu en boulet de canon, donc c'est très positif pour eux. Tu sais ce dont je rêve, et au-delà de toute considération pour
pour les équipes en elles-mêmes, parce qu'en plus Man United a déjà sa 3e place assurée, donc je veux dire, le résultat de ce week-end importe peu en fait. Ils sont à l'extérieur, c'est même pas qu'ils veulent offrir un beau match à leurs supporters. Alors après, voilà, toutes les victoires sont bonnes à prendre, même à la dernière journée quand vous n'avez plus rien à jouer. Mais j'aimerais que la délivrance vienne de Danny Welbeck face à Manchester United. Parce que Danny Welbeck, qui nous fait une saison fantastique avec 14 buts, toutes compétitions confondues, s'il venait marquer son 15e de la saison face à son club formateur et qui venait délivrer Brighton comme ça, je trouverais ça fantastique. Franchement, qu'il enverrait Brighton en moins en Ligue Europa, si ce n'est en Ligue des Champions, je trouverais ça exceptionnel. Franchement, j'ai envie de voir ça. Ça, on l'avait dit, il a commencé à 17 ans, il y a une paire d'années à Man United, et là, ce serait une des nombreuses belles histoires de cette saison. Et comme tu l'avais dit dans ta preview au début de saison, c'était il va encore nous faire une saison. Oui, il est toujours là, Danny Welbeck. Donc voilà. Il est surprenant, il y a même pas de mots. C'est immortel. Danny Welbeck. J'aurais aimé le voir à la Coupe. Non, pas la Coupe du Monde non plus, mais on va en parler de cette liste, et il aurait peut-être eu sa place. Mais il aurait peut-être eu sa place quand on voit les noms, hein, donc. Ouais. Devant. Non, mais par rapport à des joueurs d'expérience qui sont pris à toutes les strates. Ben non, mais allons-y sur cette. Voilà, en tout cas, on va peut-être se faire ce petit programme quand même de la 38e journée avant de passer à la suite, parce que on va refaire tout le programme. Le Brighton Man United, évidemment, celui-ci, il est important, très important pour Brighton. Il est à cocher. Le Burnley Wolves. Je sais qu'Hugo. Voilà, on va saluer le commentateur Canal+ qui va devoir commenter ce match pour environ 4 personnes, voilà, parce qu'à la limite le commentaire Sky Sports, il aura peut-être les supporters des Wolves et de Burnley, quoique même eux vont peut-être suivre plutôt la course à l'Europe et la course au maintien. Là, le commentateur francophone, et d'ailleurs les commentateurs de tous les autres pays qui ne sont pas anglo-saxons, je leur souhaite bon courage pour commenter ce beau Burnley Wolves qui n'a vraiment, où là c'est vraiment le match des barbecues. Sortez les planchas, sortez les merguez, et les brochettes végétariennes, qu'il y en ait pour tout le monde, mais voilà, c'est la fête à la saucisse. Et les deux équipes peuvent perdre, non? Et peuvent s'enlever des points. Il n'y a pas une. Arrêtez. Un peu de respect pour ces équipes qui sont dans l'élite du foot anglais. Il y a 5 cartons rouges de chaque côté en même temps. Des équipes dans l'élite du foot anglais, quand même, un peu de respect. Bon. Pas encore 24 heures. Pour encore 24 heures. Ouais. Il y aura du Crystal Palace Arsenal aussi. Bon, aucune des équipes a priori n'aura trop la tête à ce match, sachant qu'il n'y a plus rien à jouer. Non. Et qu'il y a surtout des finales de Coupe d'Europe. Le soulèvement de trophée, quoi. Voilà, le soulèvement de trophée d'Arsenal à Palace. Fulham Newcastle aussi pour ce week-end. Liverpool Brentford, donc on l'a dit, celui-ci aussi à cocher. Man City Aston Villa, très important également pour le scénario Ligue des Champions. Nottingham Forest Bournemouth. Bon, je pense que si vous voulez voir des buts, branchez-vous sur Bournemouth, comme tous les week-ends. Sunderland Chelsea, match décisif. Tottenham Everton, West Ham Leeds. Oh là là, je pense que, messieurs, le week-end va être riche en émotions, et j'ai hâte d'entendre la petite sonnette du multiplex dans mes oreilles, parce que ça va être très bon. Ah ouais, qui vient de pommes de Ranette et pommes d'api, hein, en accéléré. Voilà pour. Oui. Le secret le mieux gardé du PAF français. Pommes de Ranette et pommes d'api. Ouais, c'est fantastique. Bon, en tout cas, chaque but sera important, et chaque petite sonnette va nous garantir des frissons ce week-end, ce dimanche à 17h. Avant de refermer cette preview, quand même, cette dernière preview de l'année, on voulait s'autoriser un petit point. On se dit, on va le greffer à cette preview quand même. Un petit point sur la liste de l'Angleterre, parce que pour la Coupe du Monde 2026, qui commence dans moins d'une vingtaine de jours, parce qu'elle concerne beaucoup de joueurs de Première Ligue, notamment cette liste de l'Angleterre, et on ne pouvait pas passer à côté de cette liste qui a fait grand bruit, parce qu'elle est pour le moins surprenante, Valentin, cette liste de Thomas Tuchel. Oui, il y a quand même pas mal de surprises, c'est sûr. Puis bon, ça a quand même beaucoup fait parler, que ce soit même pas qu'en Angleterre. Voilà, tous les médias aussi français en ont beaucoup parlé. Au rang des surprises et malheureusement de ceux qui regarderont la Coupe du Monde à la maison, il y a quand même des gros noms, surtout des cadres aussi de cette équipe. Enfin, en tout cas, ce qui était des cadres. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer, voilà. Tous absents.
pour citer que Morgan Gibbs-White qui est pas là, Lewis Hall. Enfin voilà, rien qu'avec ces 5 joueurs-là, c'est quand même, une importante, je dirais pas jusqu'à l'histoire de l'équipe d'Angleterre, mais quand même, c'était des cadres il y a quelques années et de pas les retrouver là, c'est quand même une grande Certains surprise. d'entre eux, ouais. Je me permets quand même de glisser, parce que tu sais que j'étais obligé de le glisser, l'absence de James Garner au milieu de terrain. Quand on sait tout le bien qu'en a dit Thomas Tuchel à la dernière fenêtre internationale, il a dit que c'était le mini Valverde, que Garner a été élu homme du match pour sa première avec l'équipe d'Angleterre. Il fait une saison gigantesque avec Everton, même si Everton est un peu en galère sur cette fin de saison. Il fait pas une saison gigantesque. Quand même meilleure que les précédentes. C'était dans la course à l'Europe jusqu'à encore il y a la dernière journée. Et David Moyes l'a dit. Je prends la responsabilité aussi, a dit David Moyes, nous prenons à Everton la responsabilité aussi de cette non-sélection de James Garner, jugeant que les résultats d'Everton ont un petit peu influé sur la décision de Thomas Tuchel. Ceci étant, je suis assez abasourdi de voir qu'il y a peu de médias, parce qu'effectivement on parle plutôt de Foden, Gibbs-White, logiquement, hein, ils n'ont pas été sélectionnés, mais je suis assez surpris de voir que peu de gens parlent de James Garner, qui n'a pas été sélectionné. Et je suis bien content aussi pour Everton qui va pouvoir se le garder tranquillement au chaud, puisqu'à priori, il n'intéresse pas grand monde alors que c'est un joueur de grande classe. Pardon Valentin, je te rends la main. Il est aussi quand même très Non, cher, mais t'as bien fait, je te laissais le petit Garner. Oui, il est aussi cher. Mais en tout cas, personne... il est en début de contrat, donc il est quand même pas facile à aller déloger, entre guillemets. Ouais, mais bon, si l'équipe d'Angleterre ne s'y intéresse pas, c'est quand même, je trouve ça bon. Après, c'est une Coupe du Monde et c'est une liste très particulière, effectivement, Valentin. Et de toute façon, voilà, on va pas faire tempo foot monde, mais dans toutes les équipes dans toutes les sélections, il y a des surprises comme ça, voilà, des joueurs qui auraient mérité leur place. Après, oui, là, encore plus. Voilà. Bon, Cole Palmer qui fait pas une saison extraordinaire, hein, du côté de Chelsea, mais c'est quand même une saison qui, même en étant moyenne, reste solide et reste quand même, sur le papier, ça restait quand même un prétendant, voire, bon, sans grande surprise, il aurait pu aller à la Coupe du Monde, voilà, même en sortant une saison moyenne, c'est quand même un talent un anglais qui est hors norme, et je veux dire, il y a pas je veux dire, il est irremplaçable entre guillemets, vous avez pas de Cole Palmer, donc honnêtement, c'est quand même une grosse surprise, même si en équipe d'Angleterre, c'est vrai qu'on en discutait en préparant l'émission avec Hugo. Il a jamais été ce cadre, il a jamais non plus été indéboulonnable avec l'Angleterre, contrairement à Phil Foden. Et là aussi, hein, pour moi, c'est les deux plus grosses surprises, parce que Phil Foden, là non plus, il fait pas une saison exceptionnelle du côté de Manchester City, mais par bribes quand même, on retrouve des fois l'inspiration géniale, une frappe géniale de Phil Foden, et là aussi c'est un talent dont l'Angleterre, je voyais mal l'Angleterre s'en passer. Bon, voilà, ils vont faire sans. C'est vrai que Tuchel aime bien faire des surprises. Oula, on est en train de perdre Valentin. Quand même des belles. Et Val, tu nous disais, alors on t'a récupéré parce qu'on a eu des petits soucis de robotisation de ta voix. Non, on t'a récupéré, et tu nous parlais aussi d'Harry Maguire, hein, qui est aussi un des symboles, cette non-sélection, qui est un des symboles aussi de la liste de Tuchel, Valentin. Oui, bien sûr, c'est un symbole, parce que pour le coup, même si ça a toujours été quand même un cadre des Three Lions, j'ai envie de dire, s'il a fait énormément de listes, et c'était un indéboulonnable, je veux dire, en défense centrale, c'était un taulier, c'était un cadre. Et c'est une surprise parce que, au contraire, il y a certains cadres qu'on voyait pas forcément être rappelés, qui ont été rappelés. Je pense notamment à Henderson au milieu de terrain, Jordan Henderson. Bon, Brentford fait une bonne saison, mais c'est vrai que c'est une surprise pour moi de voir Jordan Henderson rappelé au milieu. Ouais, c'est par rapport à... C'est un symbole, voilà, c'est un cadre. Il va ramener de l'expérience. Il a vécu quand même plusieurs aventures et puis des échecs aussi du côté de l'équipe d'Angleterre. Mais du coup, voilà, de rappeler Harry Maguire, ça aurait été dans le même principe, mais ça n'a pas été le cas. Après, bon, il y a quand même aussi... on parle de surprise de personnes qui vont rester à la maison. Il
Il y a aussi des surprises qui vont prendre part à la Coupe du Monde et j'aurais pas forcément mis une pièce dessus, hein, parce que bon voilà, ils sont là et c'est très bien, tant mieux pour eux. Mais je pense à Ivan Toney, je pense, enfin voilà, Dan Burn. je veux pas citer que lui. Oui, voilà, il y en a beaucoup, hein, mais enfin il y en a beaucoup. Pas tant que ça sur une liste qui est quand même resserrée, mais il y en a. Non, mais c'est vrai que Ivan Toney, il y a quand même un truc où je pense à tous les analystes de la Première Ligue, y compris nous, où toute la séance était en année qui sera l'attaquant supplémentaire, Calvert, Lewin ou Elbeck, tout ça, pour qu'au final on prenne Ivan Toney qui est en Arabie Saoudite. Au C'est quand même Calvert-Lewin, il y a assez que toi étonnant. qui a cru. Hein. Non, j'étais pas tout seul. Alors, non, j'y ai pas cru, je l'ai évoqué parce que des gens l'évoquaient, mais Non, mais attention, tout hein, de suite. attention aux frayeurs que tu me fais. Là. Euh, bon. En tout cas, il y a un vrai changement de vision. Enfin, ça représente aussi ce vrai changement de vision dans cette équipe d'Angleterre, désormais avec Thomas Tuchel, Hugo. Ouais, c'est un truc, bah, c'est quelque chose qu'on peut constater de manière générale sur les sélections, mais le football de sélection de la fin des années 2010, c'est un peu la part belle aux équipes qui étaient très solides défensivement, mais qui avaient des gros talents offensifs pour pouvoir faire mal à tout moment. On pense à la France de Didier Deschamps, bien évidemment, qui ne produisait pas toujours le foot le plus palpitant, mais qui était capable de faire mal à tout moment et qui encaissait qui pouvait être très solide défensivement. Le Portugal de Fernando Santos, qui a quand même gagné un euro en. Bon, je sais pas si vous vous souvenez des matchs, mais moi je m'en souviens pas. Ils m'ont pas marqué. Et pourtant, ils ont gagné un euro. Ouais. Il me semble qu'ils arrivent en demi-finale en ayant gagné 0 match. Donc voilà, en ayant fait que des matchs nuls et des séances de penalty. Donc ça voulait quand même dire quelque chose. Mais c'était une époque où ça marchait. Mais je pense que la performance de l'Espagne au dernier euro, elle a changé la donne. L'Espagne jouait comme un club, jouait du vrai beau football avec un pressing assez énorme qui avait déstabilisé tout le monde, y compris la France, vice-championne du monde. Enfin voilà, personne n'était vraiment prêt, personne n'était vraiment armé pour battre cette équipe d'Espagne. Et personne n'avait d'ailleurs réussi à l'arrêter. Ils sont champions d'Europe. Je pense que c'est un peu rebattu les cartes. Et quand vous allez chercher Thomas Tuchel, qui n'avait jamais coaché de sélection avant, c'est peut-être ce que vous cherchez. Et d'ailleurs, c'est ce qui. Moi, je pense que c'est ce qu'il veut faire. Il a une vision pour cette équipe. Qui est que bah, il va jouer en 4-2-3-1 avec un gros volume de pressing, je pense, un gros volume de jeu aussi, un jeu très dominant. Je pense qu'il a un des meilleurs, si ce n'est le meilleur double pivot de la compétition avec Rice Anderson. Il a si Harry Kane joue comme au Bayern, c'est-à-dire qu'il vient chercher des ballons très très bas avec un Jude Bellingham qui va peut-être peut-être retrouver en 10, enfin voire faux 9, mais avec un rôle très libre lui, ça peut faire très mal aussi. Et je pense qu'il a plutôt pris des joueurs qui marchent avec sa vision du jeu qu'autre chose. Si ça intéresse les gens, il y a une conférence d'à peu près une demi-heure, voire un peu plus, sur la chaîne de la Fédération anglaise. Alors, c'est pas fait par des journalistes, c'est pas de remise en question, c'est une communication de la Fédération anglaise, mais où il parle de cette sélection. Il insiste sur l'importance des coups de pied arrêtés. Quand même dire du coup C'est que pour ça qu'il y a voilà, autant de l'équipe joueurs championne d'Arsenal. d'Angleterre, j'allais dire l'équipe d'Angleterre qui est championne en partie grâce à ça, qui est Arsenal. Les deux tireurs de corner, ils sont là, c'est Declan Rice et Bukayo Saka, et il y a même de grandes chances qu'ils soient titulaires. Après, et du coup, vous avez forcément après des armes dans la surface, que ce soit Harry Kane, que ce soit Konsa Dan ou Burn. Guehi, même Dan Burn. Dan Burn en fin de match, on sait jamais. Quand Dan Burn aura qualifié l'Angleterre en finale de Coupe du Monde, Oh non, non, non. on repassera les extraits. Mais voilà, je pense qu'il a une vision très précise. Dans les profils qu'il a pris, on trouve aussi beaucoup de polyvalence, mine de rien. On peut se demander pourquoi est-ce que Dan Burn et Jamal Kwanza sont là, mais c'est parce que ce sont des deux défenseurs centraux qui peuvent jouer aussi Ezri au contre poste de ça. latéral. Euh, non, Jamal Kwanza Jarel du Kwanza, Bayern Jarel Leverkusen. Kwanza, autant pour moi. Jarel, ouais, pardon. Voilà, oui, ils sont presque On a des fait un homonymes, c'est petit compliqué. mix, je me suis dit. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont très polyvalents. Il y a Rhys James qui peut jouer latéral droit, qui peut jouer dans le double pivot, que ce soit avec Rice et Anderson. Et j'ai l'impression aussi que 26 joueurs, finalement, c'est pas tant que ça, entre guillemets. Sachant que vous avez 3 gardiens, donc vous avez en réalité 23 joueurs de champ. Et il a privilégié sur certains postes, en tout cas, j'ai vraiment l'impression la polyvalence et la capacité de jouer à au moins 2 postes. Je dis pas que c'est les meilleurs choix. Le problème, c'est que une Coupe du Monde, vous avez quand même beaucoup plus de chances de la perdre que de la gagner. Et il n'y a que s'il la gagne qu'il aura raison. Et j'ai bien peur que s'il est tort, l'Angleterre ne laissera pas passer cet affront de perdre avec un entraîneur allemand. Ouais, et Après, justement. Oui, Valentin. non, mais c'est vrai que j'ai l'impression, en regardant la liste, qu'ils peuvent jouer à.
Enfin, ils ont 15 systèmes de jeu différents possibles, quoi. Mais bon, c'est bien beau, mais Bah, je veux dire, dans les éditions récentes, ce qui marche, c'est un système de jeu clair dès le début et une équipe qui bah, change. Voilà, vous changez un le, joueur ou deux, mais vous changez pas de système. le privilégié reste le 4-2-3-1 qu'il a beaucoup utilisé, y compris avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Le dernier rassemblement, il a appelé énormément de joueurs. On se souvient qu'il y avait 5 gardiens. Enfin voilà. Il a appelé énormément de joueurs pour ne pas les sélectionner. Entre guillemets, il voulait être sûr qu'il n'avait pas envie de les sélectionner. N'oublie pas Jason Steele, notre spécialiste du 180 en fléchette. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il avait été appelé. Non, mais voilà, entre guillemets, il a testé beaucoup de choses. Il a fait sa liste des 26. Je pense qu'il est un peu le seul avec son staff, on est à savoir les vraies raisons. Il s'est un peu défendu dans cette vidéo quand même de certains joueurs. Par exemple, Ivan Toney, il parle de sa capacité décisive sur phase arrêtée. J'en ai parlé. Je pense que ça sera un élément important de cette équipe d'Angleterre. Et aussi sa qualité sur penalty. Mine de rien, on a vu de nombreuses compétitions. Enfin, ils ont perdu l'Euro au penalty, donc ça peut être un élément, en sachant que il est à plus de 90% de conversion de penalty, il me semble, Ivan Toney sur sa carrière. Donc, si Ivan Toney a le penalty de la gagne au bout du pied en finale de Coupe du Monde et qu'il le met, bah, on lui donnera raison à Thomas Tuchel. Mais c'est ce que je disais, le problème, c'est que vous avez quand même beaucoup plus de chances de la perdre que de la gagner, une Coupe du Monde de manière générale. Encore plus quand vous êtes aujourd'hui à Quand combien vous êtes 48 équipes. l'Angleterre. Quand vous êtes mais voilà, mais on va dire, si on est réaliste, il y a peut-être 8 équipes qui ont le potentiel de gagner cette Coupe du Monde. Il y a naturellement des ultra favoris, mais entre guillemets, il y a 8 équipes qui peuvent vous embêter, et vous pouvez même vous faire sortir contre une équipe moins forte. Et c'est un peu ça le problème des Coupes du Monde, c'est que c'est quand même toujours un qui tout double. Ouais, bon, en tout cas, sachez, messieurs, alors, la pilule est peut-être plus facile à avaler pour nous qui suivons le foot anglais, mais qui ne sommes pas anglais. Parce que j'ai l'impression que chez les Anglais, il y a quand même beaucoup de choix qui ont été mal pris. Mais c'est aussi la première fois que Thomas Tuchel, effectivement, tu le rappelais, Hugo, manage une sélection. Mais j'ai confiance en Thomas Tuchel, dans cette équipe. Oui. Il y a tellement des choix forts. Et il non. y a tellement... On l'a vu. Moi, je l'ai vu. Enfin, tous les week-ends, on le voit à combien de matchs, Thomas Tuchel. Il est là tout le temps. Il est sur les bords de Ah oui, pelouse il a vu tout le monde. temps. Y a pas... Tout le temps. Mais vraiment, il regarde tous les matchs, il est partout au stade. Et franchement, c'est des choix forts. Et je veux pas croire qu'il est pris par... Enfin, je veux dire, je veux pas manquer de respect à Dan Burn ou à Ivan Toney, mais je veux pas croire qu'il est pris Dan Burn et... Enfin, Ivan Toney, en l'occurrence, tu m'as dit, mais pour Il va aller voir tous les week-ends, apparemment, hein, non, mais... en Arabie Saoudite. Mais non, mais Anthony Gordon, Dan Burn, même Jed Spence, franchement, même Livramento. Ah, bon, après, Jet Newcastle, Spence avait été adoubé avec. Enfin, je sais plus, il avait dit, entre guillemets, que c'était le joueur le plus rapide et que c'était Oui. pour ça qu'il le voulait. Mais il Pour avait les, dit- pour les projections rapides, justement, notamment avec Harry Kane. Ouais, mais il avait dit pour Garner que c'était un mini Valverde. Et tu le vois, Garner, dans cette liste. Donc, bon. Oui, il a parlé sur beaucoup de joueurs, mais enfin, j'étais aussi à dire. Après- Aussi, je sais plus si c'était dans cette conférence que j'évoquais, en tout cas, je l'ai lu. C'est que quand il a cité un exemple de ce qu'il voulait faire, il a pas cité une sélection, il a cité le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et ça, c'est quand même un signe fort. C'est quand je dis qu'il veut faire de cette sélection un club, c'est vraiment ça, c'est qu'il veut la manager comme un club, il veut pas changer, je pense qu'il veut pas changer son football sous prétexte qu'il manage une sélection. Il a vraiment sélectionné ses joueurs comme si c'était un club, et quand vous êtes en club, vous n'avez pas forcément les meilleurs à chaque poste du pays. Donc je pense que c'est un peu aussi sa vision, c'est de dire, ok, comment je crée de la complémentarité, comment j'ai des joueurs qui marchent dans tous les scénarios de match, et je pense que c'est un peu ce qu'il s'est imaginé. Oui, Valentin. Après, s'il y a bien un secteur de jeu, pour le coup, et c'est pour ça que, bon, est-ce qu'on en veut beaucoup à Tourelle de ne pas prendre Garner? Je trouve qu'au milieu Ouais. le milieu de terrain, en tout cas, est C'est ce que vraiment j'allais dire, ouais. ultra dense. Et Ouais. je veux dire, tous les noms, ils sont quand même exceptionnels. Bah, Vous ouais, avez mais Elliot il a- Anderson qui fait une saison il a incroyable assez du peu côté de de joueurs. Nottingham. Jude Bellingham, Eze, Henderson, on a dit pour l'expérience, il n'y a quand même pas mieux parce qu'autour Rice. c'est des talents incroyables. Kobe Maino, Rice et Morgan Rogers. Et Oui, Je mais veux dire, tu il n'y en a vois, pas un où. Et on peut mettre Rhys James aussi, qui est quand même très bon aussi quand il joue au milieu de terrain. Ouais, alors, Rhys James pourra faire peut-être la passerelle défense-milieu de terrain. Mais j'aurais... Enfin, franchement, dans cette flopée de défenseurs, et même un John Stones, je veux dire qu'on voit moins. Enfin, j'adore John Stones. Il peut c'est aussi un jouer mieux symbole défensif, aussi. Johnson. Voilà. Mais j'aurais enlevé un défenseur de métier, quitte à mettre un milieu qui soit capable de revenir derrière, mais pour remettre un milieu de terrain, et peut-être enlever Jordan Henderson pour remettre un autre milieu de terrain. Alors, s'il a pris Jordan Henderson, je veux dire, immense respect à Jordan Henderson, qui est une légende de la Première Ligue, qui est une légende du foot anglais. Enfin,
bon, je vais pas utiliser le mot Si, légende quand parce même. qu'on va peut-être me tomber dessus, mais il y a un très grand nom, voilà, en tout cas Même à Liverpool. voilà, récent. Mais voilà, je pense qu'il y avait. Franchement, en fait, ce secteur de jeu, effectivement, le milieu de terrain, que ce soit les 6, les 8, les 10, tout est exceptionnel. J'aurais aimé en voir un de plus et peut-être voir un autre à la place de Jordan Henderson pour vraiment tourner la page. Après, s'il est là, et franchement, je vous dis, j'ai quand même. Tourelle, c'est fait partie pour moi des meilleurs coachs, enfin en tout cas des coachs qui comprennent le mieux le jeu actuellement. Il s'est pas beaucoup raté hein, dans sa carrière. Ouais. Et même à Paris, parce que finalement, on parle il du fait finale de PSG, Ligue des il fait finale de Ligue des Champions, il se fait lourder la saison d'après, et derrière, il gagne avec Chelsea. Et il se fait lourder l'année d'après. Oui. Peut-être Bon. qu'il va gagner la Coupe du Monde et se faire lourder, on sait pas. Bon, après, s'il ramène la Coupe du Monde en Angleterre. Mais c'est vrai que, tu vois, tu parlais aussi de cette volonté de s'inspirer un peu du PSG. Le secteur du milieu de terrain, ouais, effectivement, Valentin, tu le soulignais, il est tellement fort. C'est le secteur, pareil, au PSG, c'est le secteur, entre guillemets, décisif. Moi, franchement, j'ai envie de voir tous ces milieux jouer à un moment. Même Jordan Henderson, là, enfin voilà. Mais même et Anderson et Mainu. Mais Mainu, en plus, quelle Rodgers, histoire par moi rapport à aussi, son moi, début de saison. Morgan Rogers, Eze. Bon, mais c'est. Non, Declan Rice. Même là, On en ceci se oublierait pose la presque. question qui Bellingham. va titulariser entre Bellingham et Rodgers. Moi, je me pose la question, sincèrement. Je pense que ce sera quand même Bellingham. Et Rodgers, peut-être qu'il va passer à gauche. Mais... Et est-ce qu'il peut pas jouer à 2 défenseurs et 6 milieux de terrain? Non, Alors, on peut faire je ça. suis pas sûr. Ah, non, mais franchement, En tout cas, elle donne envie. J'ai envie de voir. elle donne envie, et puis c'est vrai que j'en aurais bien échangé un ou deux du côté français, quoi. Parce qu'on sait que Ouais. c'est. Et Voilà. puis le... Je m'égare un petit peu, mais Vous avez déjà franchement, pris c'est une Michael des Olise aux sélections qui est Anglais. la mieux dotée au milieu de Vous terrain. avez déjà pris Michael Olise aux Anglais, vous n'allez pas leur prendre toute l'équipe non plus. Non, c'est tout maintenant. On est bien content de. Non. Mais rendez-vous est pris parce que le premier match de l'Angleterre, c'est la Croatie. Il commence pas avec un match facile. Donc, j'ai envie de dire Ouais. que le rendez-vous est pris pour Thomas Tuchel. Bon, c'est pas. Ouais. Non, c'est quand même. Il y ça a, reste y a une plus très bonne facile quand même sélection. comme match Ouais, pour bien sûr, commencer. ouais, bien sûr. Oui. C'est un bon match Bon, contre Luka Modric a Tottenham. 47 ans, mais. Oui, bah oui, c'est surtout un bon match pour se faire piéger. Ouais, tu crois? Bon, quand même. Et Non, quand vous avez bah, Jordan Pickford dans les faut buts, pas vous se pouvez faire pas vous piéger. faire piéger. Quand vous avez le meilleur shotstopper de la première ligue. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai franchement hâte. Et il s'est fait un petit peu descendre quand même. Je vois. Mais peut-être que ce sera bien aussi pour la sélection, parce qu'on avait toujours cette marotte du It's Coming Home, avec beaucoup d'espoir sur cette équipe. Peut-être que les Anglais ne vont pas y croire, et peut-être que du coup ils vont jouer relâcher les joueurs, parce qu'ils auront moins de pression. Ça va peut-être leur faire du bien. Écoutez, réponse dans moins de 20 jours, ça approche à grand pas, un peu plus de 2 semaines. Ça va être très bon. Il y aura déjà les amicaux là. Ouais, et d'ici là, on aura aussi la réponse à qui descendra à la fin de cette saison de Première Ligue, qui sera le 3e relégué, qui jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine définitivement. On va surtout se pencher sur ça ce week-end. On débriefera évidemment ça en début de semaine prochaine avec le classement final. On aura aussi l'occasion de faire nos tops, nos flops, et puis nos petites idées mercato à l'avenir. Donc restez bien branchés sur Tempo pour cet été. Il y a des belles choses qui arrivent. En tout cas, j'ai été très heureux de faire cette dernière preview avec vous, messieurs. Et c'était un plaisir. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de me... Plaisir partagé. Si, plaisir Non, mais- partagé, si. Vous n'avez plus envie Oh. d'interagir. Mais... Non mais J'ai compris. on te laissait faire ton discours, c'est pour ça. Mais c'est quoi j'ai pas l'aura de Gaulle pour les discours. Hein, ça s'arrête très vite. Je sais pas pourquoi j'ai cité De Gaulle. J'aurais pu citer n'importe qui. Bon, il y a un film sur lui à Cannes, voilà. Ah ben voilà, dans l'actu ciné, pour mes cinéphiles. Bon, merci, allez, c'est catastrophique. Bon, allez, Enfin, cette sur dernière ce- preview, on va aller se coucher. Mais c'est aussi, franchement, c'est aussi l'exercice que j'espère que d'ailleurs que ça plaît aux auditeurs sur cet exercice aussi du pseudo-direct, parce que finalement, on évite le maximum les coupures pour garder aussi ce format de discussion. Et voilà, c'est un format qui nous plaît, donc n'hésitez pas à C'est nous pour faire ça qu'on vos- raconte des fois des conneries, on les coupe pas au montage. Voilà, il n'y a pas de Ça fait montage. partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Voilà, le pseudo direct. Voilà.
Bah merci Valentin, merci Hugo pour cette dernière preview de la saison 2025-2026 de Première Ligue. Passez un bon multiplex ce dimanche à 17h. Et revenez-nous en forme pour nous débriefer ça, messieurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bon week-end de Première Ligue. Et puis à la semaine prochaine. Salut messieurs. Bah, la semaine prochaine. Et merci à toi pour toutes ces émissions aussi. Salut, merci. Oui, c'est vrai. Allez, ciao. Ciao.